Bonjour, merci de votre invitation. Je m'appelle Sherry Simon, je suis professeure à l'Université Concordia à Montréal. Je suis au département d'études françaises et mon champ de recherche est ce qu'on appelle aujourd'hui la traductologie. Aujourd'hui, je vous proposerai une brève description de ma recherche actuelle en études canadiennes, recherche qui se situe à la jonction des études littéraires, des études urbaines et de la traduction. Il s'agit d'une réflexion sur le Mont-Royal à Montréal, précisément sur ce lieu comme un site de rencontre de langues. Ce travail fait suite à une série d'ouvrages que j'ai écrits au cours des dernières années, portant sur ce que j'appelle des espaces de traduction. La série a débuté avec une étude sur mon quartier, le Mile End à Montréal, quartier cosmopolite situé entre les zones ouest, plutôt anglophone, et est, plutôt francophone, de la ville. Puis, j'ai agrandi le cadre à l'ensemble de la ville de Montréal, alors que j'ai suivi à la trace plusieurs traductrices et traducteurs dans leurs déplacements à travers la ville. Dans un livre subséquent, je me suis intéressée à d'autres villes, dont Barcelone, Trieste et Calcutta, pour clore la série avec un livre sur ce que j'appelle les lieux de traduction à travers le monde. Ce qui unit ces publications, c'est la conviction qu'on regarde sur les conversations et disputes, les déplacements et les rencontres entre les langues, offre un point de vue singulier sur certains moments clés de l'histoire culturelle. Les villes offrent un objet d'étude privilégié par la présence sur un même territoire de communautés linguistiques diverses dont on peut suivre sur le terrain les relations. Alors que souvent on caractérise des villes comme bilingues ou multilingues, je préfère traductionnelles. Il s'agit de voir la ville moins comme un terrain où des langues existent en parallèle, chacune suffisant à elle-même, que comme un réseau d'interrelations commandé par des rapports de force, mais aussi par des désirs. La notion de multilinguisme s'avère donc un descripteur faible, beaucoup moins porteur que la notion de traduction elle-même. De quelle façon les langues vivent-elles ensemble dans la ville? L'image du flot des langues évoque bien le fait que les langues sont toujours en mouvement, que les langues et les mots se bousculent, parfois de manière enjouée, parfois de façon plus hostile. À Montréal, le fleuve des langues résulte surtout de la confluence de deux tributaires majeurs, l'anglais et le français, auxquels s'ajoutent aujourd'hui de nombreux affluents des langues de la migration et aussi les langues amérindiennes. Dans ce tourbillon, les langues font bien plus que de se côtoyer. Elles se mélangent, elles s'entre-traduisent. Et l'élément clé de l'histoire récente de Montréal, c'est justement l'évolution du français comme une langue forte qui puisse accueillir et contenir les multiples cultures de la ville. La dynamique majeure de l'histoire culturelle de Montréal depuis les années 60, c'est donc la traduction vers le français, la constitution d'une vie culturelle commune dont la matrice est la langue française. Pourquoi donc le Mont-Royal? Site iconique, lieu de prédilection de la citoyenneté montréalaise, le Mont-Royal est aussi le théâtre d'une danse historique des langues et des appellations. Depuis les noms amérindiens que l'on fait revivre aujourd'hui, entre autres le belvédère Kondiaronk et le nouveau sommet outremontais appelé Tiohtià:ke Ocirâ-Guéné, le Mont-Royal, le Monte Reale de Jacques Cartier, Mons Regium et Mount Royal, jusqu'au Königsberg et Tour Malka, attribués par les premiers immigrants juifs, en passant par les noms poétiques
pour les diverses parties du parc données par le concepteur du parc actuel, Frederick Law Olmsted, la côte Placide, Underfell, Cragsfoot, Brackenfell. La série des désignations témoigne de l'attachement de nombreuses communautés à ce territoire, mais aussi de la lutte pour le pouvoir de nommer. Les noms sont des marqueurs de mémoire. Ils se dressent comme des monuments pour dire le droit à l'appartenance. Remembrance est le très joli nom donné au chemin autrefois Shakespeare Road qui monte depuis le chemin Côte-des-Neiges au lac des Castors. Malgré son apparence anglaise, il s'agit d'un mot français vieilli, reconnu comme tel par la voix automatisée des autobus qui le prononcent à la française. Remembrance. Mais la remembrance a ses limites et le chemin se rend seulement à mi-chemin du parcours de Côte-des-Neiges à l'avenue du Parc, en traversant la montagne. Il doit passer le relais au boulevard Camillien-Oude, qui lui complétera le parcours. L'histoire lègue ainsi un héritage de nominations inconciliables. À la fois un refuge et un havre, loin du bruit urbain, le Mont-Royal est un lieu qui exprime les tensions politiques, idéologiques et linguistiques de la ville. Son histoire est écrite en plusieurs langues. Et mon travail aura pour but de faire l'archéologie des strates linguistiques qui composent l'histoire culturelle de la montagne, tout en proposant un regard sur l'actualité des langues et symboles qui lui donnent vie, les conversations que l'on entend, les fictions qu'on lit. L'essai sera écrit de la perspective d'une promeneur qui fréquente la montagne depuis de longues années, été comme hiver, attentif autant à son paysage visuel et sonore qu'au rôle historique qu'il joue dans l'histoire de la ville. Il interrogera plusieurs facettes de la vie en langue de la montagne. L'histoire des nominations diverses attribuées à la montagne, je viens d'en parler. L'importance linguistique des monuments et autres traces matérielles qui aujourd'hui marquent le paysage de la montagne. L'imaginaire de la montagne tel qu'il s'exprime dans des textes littéraires, écrits ou traduits de diverses langues. Et enfin, les langues telles qu'on les entend parler, crier, chanter quotidiennement sur le Mont-Royal aujourd'hui, que ce soit dans les réunions sympathiques autour des tam-tams, les pique-niqueurs, les joggeurs, les participants dans les jeux de bataille médiévales et les promeneurs de dimanche. Il sera bien sûr question de langues amérindiennes et de la longue lutte entre le français et l'anglais et des multiples nouveaux imaginaires qui émergent à travers des langues comme l'arabe ou le punjabi aujourd'hui. Deux langues qui ont eu une importance particulière dans cette histoire sont l'italien et le yiddish. Pourquoi l'italien? Alors, Jacques Cartier arrive sur le site de Montréal en 1535. Il note dans son carnet la description d'un village amérindien de Hochelaga et il en fait un dessin. Le récit de Cartier sera publié en Europe d'abord en italien par l'éditeur vénitien Ramosio. La mention qui figure sur le dessin original est le nom du lieu écrit en italien, Monte Real. Inscription qui fera dire à certains que le nom de Montréal n'est pas un dérivé du français, mais bien un nom qui nous arrive via l'italien. Cette suggestion est appuyée par le fait que Jacques Cartier était redevable à un certain évêque sicilien de Monreale qui a joué un rôle important dans l'obtention de la sanction papale pour le voyage. Bref, pour récapituler, Cartier arrive, décrit un village amérindien, voit la description traduite en italien et publiée à Venise, accompagnée par un dessin qui deviendra l'unique trace
du village. C'est ce dessin qui est ensuite reproduit par le peintre Bordua, celui-même qui deviendra le célébrissime automatiste. Et ce dessin prend place sur les murs du chalet que l'on peut voir aujourd'hui, érigé sur les lieux visités par Cartier, et qui désigne le Mont-Royal comme un lieu dont on a d'abord parlé en italien. Le rapport du yiddish à la montagne est bien différent. Le yiddish a été une langue littéraire d'importance à Montréal dans la première moitié du 20e siècle, et les écrivains yiddish avaient une affection particulière pour la montagne, que ce soit dans les poèmes de J.I. Siegel ou les nouvelles de Chava Rosenfarb. Le yiddish devient donc une des strates géologiques, avec bien d'autres, qui contribuent à créer une entité mi-physique, mi-imaginaire, qui est le Mont-Royal. Mon projet est donc d'explorer les veines langagières de ce volcan éteint, afin de reconstituer son histoire polyphonique, les mots qui ont résonné et continuent de sonner sur les chemins serpentins du parc Bien-Aimé. Merci.